BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous publicité et communication sur BFM Business. Au programme aujourd'hui de notre émission, la publicité est-elle un bouc émissaire idéal? Entre censure et demande croissante de régulation, le secteur s'inquiète d'une certaine diabolisation. Nous en parlerons avec le président de l'association des agences conseils en communication, Laurent Habib. Nous poursuivrons avec Charlotte Bricard pour un édito spécial rentrée du côté des pubs auto. Et enfin, nous recevrons sur ce plateau Sandrine Placereau, la présidente de l'agence We Are Social France. Zoom dans un instant sur sa nouvelle offre spéciale Social Selling. C'est parti pour Hebdocom. On démarre tout de suite avec les news de la semaine. BFM Business, Hebdocom, les news. Et comme chaque semaine, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et du côté de BFM Business, nous retrouvons Julien Rizzo. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, vous avez décidé cette semaine de nous remettre au sport avec une sélection de publicité exclusivement sport. On se remet tous à l'exercice. Par quoi on commence, Julien? Par la campagne du gouvernement baptisée Envie de sport. Elle a été conçue par l'agence Madame Bovary et en collaboration avec des acteurs clés du secteur comme le Comité national olympique et sportif français, par exemple. Le clip s'appuie sur l'anaphore Envie de pour remettre les Français à l'exercice et donc relancer l'économie du secteur. Je vous laisse en découvrir un petit extrait. Envie de se dépasser, de se ressourcer, envie de retrouver son équipe, de faire le plein d'énergie, envie de se défouler, de retrouver la forme, de remouiller le maillot, envie de revivre des émotions. Et après l'échauffement, Julien, alors par quel sport on commence? Et pourquoi pas le golf, Marie? La Fédération française de golf a lancé cette semaine sa propre campagne multicanal avec l'agence À l'Attaque. Une publicité qui cherche à convaincre les Français en répondant au mieux aux aspirations post-confinement, comme l'espace, le vert, le grand air. On peut lire par exemple sur les affiches de la campagne « Le golf, c'est la nature pour la vie » ou encore « Le golf, c'est en famille pour la vie ». Une véritable invitation à sortir de chez soi. Et pour nous convaincre, ils vont même plus loin, la fédération a signé un partenariat avec l'application Waze qui indiquera aux conducteurs dans leur voiture les golfs à proximité. Attention tout de même à bien éviter les trous sur la route. Après le golf, le badminton fait sa pub également. Oui, la Fédération française de badminton casse les codes. Réalisée par l'agence Élégance, sa campagne d'affichage a pour but de valoriser sa discipline, de briser les préjugés. Alors pour mettre fin aux idées reçues, les affiches mettent en avant les statistiques des joueurs de badminton. On peut découvrir par exemple que 137 km/h, c'est la vitesse du dernier volant frappé par Lucas, âgé de 15 ans. Ou encore que Marie parcourt 4 km en un match. Un exploit que vous nous avez caché, Marie. Bah oui, je me suis remise au sport. Alors côté rugby, le championnat du top 14 et de Pro D2 ont repris le week-end dernier. Oui, pour l'occasion, la Ligue nationale de rugby a lancé avec l'agence Fred & Farid Paris un film d'1 minute titré La Reprise. Une publicité immersive qui nous place dans la peau d'un vrai joueur. Des entraînements au vestiaire en finissant par les matchs. Elle nous embarque véritablement de manière chronologique dans la vie d'un rugbyman. La publicité est accompagnée d'une voix off qui nous liste toutes les étapes et termine en disant « Mais depuis 6 mois, ce qui nous a le plus manqué, c'est vous ». De quoi donner l'envie de faire une mêlée tout en restant masqué. Évidemment, on poursuit avec Skoda qui bobe le Tour de France. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. Oui, vous le savez Marie, le Tour a commencé le 29 août dernier. Une saison particulière cette année, crise du coronavirus oblige. Et Skoda, partenaire du Tour de France et de la fameuse caravane, a trouvé une solution innovante pour continuer de distribuer ses iconiques bobs verts. Accompagnée par l'agence Rosa Parks, la marque a digitalisé son bob via un filtre Instagram. Concrètement, sur Instagram, on peut ajouter sur la tête d'une personne prise en photo ou en vidéo un bob virtuel de la marque. Et pour les fans du vrai bob, Skoda propose de le gagner en lui envoyant, toujours sur l'application, des photos de cyclistes, supporters ou de journalistes avec ce filtre. Merci Julien, on essaiera donc le bob vert. Alors cette semaine, Frédéric, vous n'êtes peut-être pas dans côté sport, mais peut-être dans la publicité en général. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Ouais, moi je suis pas très sport comme vous le savez, mais j'ai vu des films de banque. J'ai vu 2 films de banque. L'un pour BNP Paribas, c'est une grande fresque des Romains à nos jours qui raconte que finalement on n'est jamais mieux quand on est aidé par sa banque. Et puis l'autre c'est Société Générale, c'est le contraire, on est tout près de la personne. C'est Claire qui est une médecin de campagne et qui doit faire face à tous ces préjugés. Donc 2 films complètement filmés différemment. Il y a du péplum d'un côté et de l'intimisme de l'autre. Mais tout ça au fond pour dire la même chose, c'est que tout le monde a besoin d'une banque et aussi que les banques ont aussi besoin de nous. Eh bien, c'est noté. Merci Frédéric. On poursuit avec notre invité de la semaine. BFM Business, Hebdocom. L'invité.
Et nous recevons Laurent Habib. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'agence Babel, vous êtes aussi président de l'AACC, l'association des agences conseils en communication. Alors, le Conseil de l'éthique publicitaire a publié un nouvel avis cet été, un avis dans lequel il estime que la publicité est devenue, alors je cite pour certains, le bouc émissaire des maux des sociétés occidentales. C'est quand même assez fort comme affirmation. Est-ce que vous la partagez ? D'une certaine manière, aujourd'hui, on a besoin de trouver un coupable dans une dérive de la société qui est vraisemblablement liée à d'autres facteurs que la publicité, qui est tout simplement une évolution des modes de consommation de la société en général. Et on prend la publicité un peu comme si elle était le mal. C'est un peu comme si on accusait le petit animal noir sur l'épaule de Tintin des choses terribles qu'il peut faire. Donc c'est le mauvais conseilleur. En fait, c'est un non-sens parce que la publicité, elle est au service des causes qu'elle sert. Dans une société qui était dédiée à une consommation de masse, elle a permis le développement de la consommation de masse. Dans une société qui veut se transformer, elle va servir la transformation et elle la sert d'ores et déjà. C'est un non-sens parce que c'est d'une certaine manière ne pas voir que la publicité est vraisemblablement le meilleur atout possible d'une société qui veut aller vers une transition climat et une transition écologique. Elle a quand même beaucoup moins la cote aujourd'hui. Elle n'a pas la cote, mais je dirais par un effet d'humeur. Mais objectivement, la réalité n'est pas là. La réalité, c'est que la publicité façonne les nouveaux comportements et les transformations sectorielles. Le bien manger, heureusement que la publicité a favorisé l'émergence du bio. Les voitures électriques, personne ne les désirait. Aujourd'hui, elles font partie quand même des choses qui sont désirées par les consommateurs. Les transformations, par exemple dans l'univers de la mode, où on voit frémir une préoccupation environnementale, c'est poussé par la pub. Et d'une certaine manière, la pub, elle est toujours à la crête des transformations de la société. Donc, en fait, la communication, aujourd'hui, c'est un atout pour l'écologie. Et on est en train d'en faire un bouc émissaire assez stupide, avec une logique qui est une logique de réglementation, une logique d'interdiction. Donc, on connaît la faiblesse des effets, voire même les effets inverses. C'est-à-dire qu'il y a très souvent des effets de seuil ou des effets de contournement qui favorisent exactement la logique inverse. C'est très dommage parce qu'on n'utilise pas la publicité là où on pourrait s'en servir en fait pour accélérer une transformation de la société. Il y a dans les propositions de la Convention citoyenne, justement, la plus spectaculaire, en tout cas celle qui fait parler d'elle, c'est cette mention « En avez-vous réellement besoin ?» qu'elle propose de mettre sous les pubs, comme on le fait de mentions sanitaires. Est-ce que ça va pas tuer quelque part les messages et le travail de la pub ? Il faut bien comprendre que d'abord, il y a 1000 mentions aujourd'hui qui existent en France. Donc d'abord, trop de mentions tuent les mentions. La deuxième chose, c'est qu'on sait que les mentions les plus efficaces sont les mentions positives et pas les mentions négatives. Donc c'est une erreur du législateur d'imaginer que on va aider à faire quelque chose. Et puis la troisième chose, c'est que ça s'applique de façon assez bizarre à la publicité. Ça s'applique bien pour le digital, dans l'acte de consommation des digitales, dans ce que les spécialistes appellent le bas de funnel, c'est-à-dire le moment où on est dans la décision d'acheter. Mais la publicité, c'est pas ça. La publicité, c'est la construction des imaginaires collectifs. C'est quelque chose qui vient en amont de la consommation. Et notre rôle, c'est de créer une conscience du consommateur, une consommation raisonnée et raisonnable, une consommation éclairée et consciente. Et c'est ça le rôle de la publicité. Donc, en fait, on est en train de se tromper avec une mention de plus qui ne va être efficace peut-être que pour freiner de quelques dixièmes de pourcentage les consommations sur Amazon, mais qui ne va pas s'appliquer de façon pertinente par rapport à ce que fait la publicité. Moi, je crois qu'on est vraiment aujourd'hui dans une méconnaissance par une partie des écologistes de ce que la publicité pourrait faire pour leur cause. Il faut que vous considériez que toute la communication aujourd'hui est motrice dans une transformation de la société. C'est une erreur de croire que nous sommes du côté de la société des années 60 ou des années 80. C'est une caricature télévisuelle, c'est-à-dire c'est Mad Men, mais c'est un non-sens par rapport à ce que nous vivons quotidiennement. Quotidiennement, nous sommes avec des clients pour leur dire de saisir les opportunités d'une transformation et pour les accompagner dans cette transformation et pour faire en sorte que les consommateurs jouent le jeu de cette transformation. Et c'est vrai dans tous les domaines. Alors du côté des agences, est-ce que toutes ces mentions ne freinent pas un peu la créativité en ce moment justement ? Non mais en fait là on est à un moment où on fait le jeu d'un transfert massif vers les investissements chez Google et Facebook.
Et il faut se dire la vérité. Actuellement, le plus que pourrait obtenir en fait le législateur et le gouvernement en faisant le jeu de ces interdictions et de ces limitations, c'est le transfert vers une communication digitale qui n'est pas réglementée ou qui n'est pas assez réglementée, justement parce qu'elle se fait en dehors de l'autorégulation que nous avons mis en place avec les médias traditionnels, dans cette communication complètement dérégulée, ce qu'on appelle les native advertising, toutes ces pubs que vous voyez sur Internet, tous ces messages publicitaires que vous avez sur votre fil de médias sociaux. Là, vous allez être dans une logique dans laquelle l'objet n'est plus porté par un discours sur le sens, sur la transformation, sur l'évolution du monde. Il n'y a plus que l'objet lui-même et vous l'achetez de façon, je dirais, fonctionnelle, simple mais fonctionnelle. Et du coup, vous êtes dans une logique dans laquelle, en réalité, vous avez renforcé la société de consommation. La difficulté, c'est qu'en fait, nous faisons le jeu aujourd'hui d'une société de consommation assez peu consciente et débridée en voulant tuer la publicité là où elle joue son rôle, qui est de construire des imaginaires positifs pour la transformation. Frédéric ? Et comment est-ce que alors un syndicat comme la ACC peut faire passer ce message avant que justement il y ait entre autres ces mentions et ces réglementations ? Alors, nous avons engagé un processus majeur pour la profession qui sont les états généraux. Nous allons réunir dans les états généraux tous les médias, tous les annonceurs et toutes les agences, quel que soit leur métier, pour réfléchir ensemble à ce que la communication veut jouer comme rôle dans la société de demain. Nous allons réaffirmer notre rôle positif pour la transformation, notamment dans l'univers du climat. Nous allons essayer de trouver des nouveaux équilibres économiques et des nouveaux équilibres pour les médias. Nous allons défendre une vision qui sera une vision partagée et une vision positive. Et j'espère qu'on va nous laisser le temps de travailler dans ce sens pour faire des propositions et devenir les partenaires utiles et intelligents de la cause écologique. Moi, ce qui me tue, c'est qu'on se retrouve, comme d'habitude en France, à faire des réglementations les unes sur les autres. On sédimente les réglementations et les règles. On sédimente les logiques de contrôle, de réglementation, d'interdiction en tout genre, et en réalité on passe à côté de ce qui pourrait être vraiment transformatif dans notre société. Donc en fait, la communication, elle doit aujourd'hui se mettre en positif par rapport à la société. Évidemment que ça fait longtemps qu'on a compris les critiques qui étaient faites à une communication qui était une communication tournée sur une hyper-consommation, mais la publicité, elle est toujours en avance des transformations de la société. Il y a un exemple que je prends souvent, c'est regardez le nombre de personnes de couleur que vous trouvez dans la publicité aujourd'hui. Les publicitaires, ils mettent plus de personnes de couleur que les théâtres en France. Et pourtant, on nous accuse de tous les mots de la même manière. Vous n'avez pas peur un jour que la publicité disparaisse ? Aujourd'hui, je dois vous dire que ce qu'il y a d'inquiétant, c'est qu'il y a des équilibres macroéconomiques qui sont en train de pousser certains modèles publicitaires, qui sont des modèles drivés par le chiffre, c'est-à-dire par l'économie de l'algorithme, et qui enlèvent une partie majeure de ce qu'était la communication avant, qui était cette construction de récits associés aux objets. En fait, le problème, c'est que nous, on a vécu d'une société, je dis nous, les publicitaires qui sont de ma génération ou quelques générations après, mais on a vécu dans une idée que portait très bien à l'époque Culture Pub, dans lequel on offrait un spectacle qui donnait de l'imaginaire à la chose. Aujourd'hui, la chose, elle est nue dans le digital. La chose est pure et elle est portée par l'image de la chose. Et en fait, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de consommation qui devient un peu aveugle, sans construction d'imaginaire. Et je trouve que il y a dans les évolutions de la communication digitale une sorte d'appauvrissement du rapport aux marques et d'appauvrissement du rapport aux choses qui condamne une partie de notre métier. L'un de vos confrères dit le fait, qui est Vincent Leclabar, le patron de l'agence Australie, dit le fait que la publicité soit critiquée est plutôt bon signe pour le métier. Vous êtes d'accord avec ça ou oui, provocation? Je dirais oui, c'est un esprit de paradoxe qui prouve l'intelligence de Vincent Leclabar. Mais moi, je suis plus pragmatique peut-être en me disant il y a beaucoup de critiques simultanées qui visent toutes une sorte d'inquiétude de notre société par rapport à l'évolution de la société de consommation et qui ne permettent pas de poser un peu les bases d'un nouveau deal. En fait, je pense que toute l'idée des États généraux, c'est de poser un nouveau deal dans lequel la communication joue son rôle
pour porter des évolutions positives de la société, continuer de préserver un rôle moteur des marques dans la transformation et de faire de notre capitalisme un capitalisme éclairé. En fait, moi j'ai peur d'un capitalisme aveugle, drivé par l'algorithme et qui pousse progressivement le consommateur à une logique qui est une logique totalement barbare de consommation aveugle, animale, spontanée, immédiate, drivée toujours par le prix et par la possession. En fait, une consommation qui n'a pas de sens. Moi, je suis pour une société qui a du sens, dans laquelle les marques jouent un rôle pour apporter des valeurs. On en revient toujours au sens. Bon, c'est d'actualité. Merci Laurent Habib d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes président de l'agence Babel et aussi président de la ACC. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Et c'est Charlotte Bricard de CB News qui signe l'édito du jour. Bonjour Charlotte. Bonjour Marie. Alors Charlotte, c'est une rentrée masquée pour quasiment tout le monde. Est-ce que les marques automobiles en ont fait de même dans leurs nouveaux spots? Non, point de masque dans les spots, tout au plus quelques visages masqués, mais simplement par les tracas du quotidien, au sens figuré. Les annonceurs font leur rentrée. On notera, pour filer votre métaphore, qu'ils sont au complet sur nos écrans, puisqu'on a pu voir se succéder en une quinzaine de jours les dernières copies de Volkswagen, Volvo, Renault, Peugeot ou encore Citroën, certainement pour combler un tant soit peu le vide laissé par l'annulation du salon de l'automobile. La marque au chevron, par exemple, est actuellement à l'affiche avec pas moins de 3 films, dont un pour la C4, réalisé par Thierry Poirot, qui nous replonge au bon vieux temps, celui des années 80. Un jeune garçon émerveillé découvre la GS flambant neuve de son papa, répétant des « oh là là » sous l'œil aussi fier qu'amusé de son géniteur. 40 ans plus tard, c'est au fils de surprendre le père, qui, à son tour, radote des « oh là là » sous l'œil de sa petite fille, un rien saoulé, le tout sur une bande-son multigénération au Happy Day. Et pourtant, les jours ne sont pas très heureux en ce moment pour l'automobile. Non, pas vraiment. Après 2 mois de légère hausse, le marché français est retombé dans le rouge au mois d'août, chutant de 19,8%, mais en raison de facteurs techniques qui ne remettent pas en cause le redressement entamé depuis le déconfinement, ont tempéré les constructeurs. Les commandes sont bonnes pour septembre, a même précisé le CCFA, le Comité des constructeurs français d'automobiles, et le 3e trimestre devrait donc l'être, tiré par les modèles hybrides et électriques qui sont eux-mêmes favorisés par les renforcements des aides gouvernementales dans le plan de soutien au secteur et par la publicité qu'en font les constructeurs. On peut notamment citer Renault qui communique actuellement sur sa nouvelle Clio hybride dans un très joli film, un joli moment de cinéma tout en délicatesse qui évoque avec beaucoup de justesse ce thème traditionnel de la transmission familiale chère aux constructeurs. Alors, est-ce que toutes ces scénettes de vie de famille ne se ressemblent pas-elles toutes un peu au final? Si, forcément un peu. Une campagne sort tout de même du lot. Elle vient de Citroën pour le lancement de l'Ami à Paris. Vous savez, ce drôle de véhicule conduisible par tous, accessible dès 14 ans. Alors, l'Ami n'a peut-être pas tout d'une grande, mais elle a d'autres atouts qui, en ces temps de grands changements, ne devraient pas laisser tout le monde indifférent. On l'essaiera. Merci Charlotte Bricard. Tout de suite, on passe à notre Zoom. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Et Sandrine Placereau nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Sandrine. Bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de l'agence We Are Social France. Vous venez de lancer une nouvelle offre, We Are Social Selling, une offre donc pour accompagner les annonceurs dans l'élaboration de leur parcours d'achat sur les réseaux sociaux. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi consiste le social selling ? Alors si on prend la définition Wikipédia, c'est une démarche qui consiste à utiliser les réseaux sociaux pour générer des ventes. Voilà. C'est un peu plus large que ça. C'est effectivement aujourd'hui on va dire que les réseaux sociaux ont pris une place prépondérante en fait dans le parcours d'achat, et c'est comment est-ce qu'on va faire en sorte d'utiliser les réseaux sociaux tant d'un point de vue branding que de performance sur tout le parcours d'achat pour effectivement générer des ventes. C'est-à-dire qu'on accompagne en fait les marques sur les réseaux sociaux, sur leur communication sur les réseaux sociaux, c'est ça un peu? Tout à fait. Ouais. En fait, le constat en fait, et bien sûr tout s'est accéléré avec le confinement. Le constat, c'est que en décembre 2019, quelqu'un m'avait demandé d'écrire une tendance sur 2020. Alors c'est toujours un exercice périlleux parce qu'on écrit des choses quelquefois qui ne se réalisent pas. Et ce que j'avais raconté, c'est que ça faisait 10 ans qu'on parle de social selling. On a parlé des Facebook Shops il y a 10 ans et qu'en fait il y avait beaucoup de fonctionnalités, mais que la réalité aujourd'hui, il y avait qu'une seule typologie d'entreprise qui avait réussi à cartonner sur le social selling, et c'était les DNVB, ce qu'on appelle les Digital Native Vertical Brand, très dur à dire, mais les Birchbox, les Glossier,
les Horace aujourd'hui, ou des Jimmy Furley qui aujourd'hui d'ailleurs ont commencé sur le digital. D'ailleurs, toutes ces marques ont commencé sur le digital. Quoi, en exactement, des marques digitales qui sont souvent créées via un blog ou Instagram d'ailleurs. Et avec un tel succès, c'est-à-dire qu'ils créent du contenu, ils animent leur communauté via ce contenu, et derrière ils en génèrent du commerce, à un tel point qu'aujourd'hui un Jimmy Furley par exemple a 60 points de vente. Donc il est venu du digital pour aller sur le point de vente. Donc ce qui veut dire que votre offre, vous y aviez pensé, si je puis dire, vous l'aviez formulée avant le confinement. C'est pas la conséquence de notre enfermement général pendant 3 mois. Si quand même. C'est-à-dire que c'est une tendance que j'ai posée comme ça, mais sans jamais me dire que c'était quelque chose qu'on allait forcément nous exploiter. Et puis arrivé le confinement, je pense que la France, le monde entier a vécu sa transformation digitale puissance 100. Les gens ont passé beaucoup plus de temps sur les réseaux sociaux, et ça de façon transgénérationnelle, puisqu'on avait mis à jour notre Global Digital Report cet été, en juillet, en post-confinement. Les 18-24 ont passé 58% de plus sur les réseaux sociaux, mais quand on allait sur la tranche 56-64, c'était quand même plus 35%. Donc ça a vraiment été une explosion, et je pense qu'aussi les annonceurs ont eu une maturité sur ce sujet, puisque nombreux ont été les annonceurs qui se sont dit finalement mon site web il marche pas tant que ça, mes points de vente sont fermés, et finalement tout le monde est en train de regarder des cours de sport sur Instagram, de tout faire globalement sur les réseaux sociaux, et donc cette maturité nous a permis justement de se dire c'est le bon moment de lancer cette offre. D'accord. Et du coup, vous les accompagnez, vous les conseillez dans leur prise de parole ou de leur manière d'apparaître sur les réseaux. Et ça marche, je veux dire, ils viennent vers vous et ça a des résultats? Alors aujourd'hui, du coup, on l'a lancé en webinaire, je pense que c'était début juillet ou fin juin. On l'a surtout beaucoup utilisé sur des appels d'offres cet été, avec un très bon écho de la part des annonceurs qui trouvent ça intéressant de se dire que oui, on peut créer du contenu, on peut animer sa communauté, mais au-delà de ça, on peut utiliser on va dire des fonctionnalités. Déjà, on peut utiliser l'influence. L'influence aujourd'hui, quand on fait une campagne d'influenceur, quand elle est bien pensée, le ROI c'est 8 fois plus important qu'une campagne télé ou même qu'une campagne d'achat média. Donc on peut déjà utiliser l'influence pour effectivement amplifier sa communication, et puis après utiliser des fonctionnalités qui sont toutes ces lentilles de réalité augmentée. Par exemple, en ce moment on peut tester des Ray-Ban en réalité augmentée, on peut tester des sneakers Gucci, et puis un L'Oréal, quand il fait ses filtres de réalité augmentée pour son rouge à lèvres, a un taux de conversion 3 fois supérieur que sur un site web classique. Donc c'est à la fois une réflexion stratégique, un audit de où est-ce qu'ils en sont, comment est-ce qu'on peut les amener sur un écosystème un peu holistique de présence sur les réseaux sociaux, à la fois via du contenu, de l'influence, mais aussi des fonctionnalités, jusqu'à l'achat média, effectivement, pour créer un parcours vertueux. Voilà, c'est ça. On en parlait tout à l'heure avec Laurent Habib. L'une des critiques qu'on fait à la publicité, c'est d'être omniprésente. Est-ce que justement, cette façon de travailler sur les réseaux sociaux, un peu chez les gens, en tout cas dans leur activité, il n'y a pas une délicatesse supplémentaire à avoir à ce niveau-là ? Oui, complètement. Après, nous, quand on a créé We Are Social à 12 ans et il y a 10 ans en France, le constat, c'était de se dire, en fait, la publicité, elle est trop descendante et elle est trop interruptive. Et avec l'avènement des réseaux sociaux, justement, il fallait plus créer de l'engagement. Alors aujourd'hui, tout le monde utilise ce mot engagement, mais en tout cas, plus créer de la connivence, du divertissement. On avait envie, on va dire, d'impliquer les gens dans la communication des marques. Et c'est vrai que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on crée un filtre de réalité augmentée, c'est pour que les gens se divertissent avec une marque. Après, effectivement, il faut pas en abuser et faire... faut pas copier un film télé et le mettre sur les réseaux sociaux, ça n'aurait pas forcément d'intérêt. Il y a beaucoup de boutons, acheter... Il y a aussi des incitations quand même très fortes, non ? Oui, mais je pense que c'est quand c'est bien amené et que la marque apporte une valeur ajoutée autre que justement acheter. Aujourd'hui, ça fonctionne et d'ailleurs, ça cartonne aujourd'hui. Est-ce que c'était une façon de vous diversifier pendant la crise, de lancer cette nouvelle offre ? Oui, forcément, on s'est fait. C'est on va dire que la situation pour les agences est un peu complexe, et très très complexe même depuis fin mars. Je pense qu'on a tous passé par une phase de sidération. Moi, ma priorité depuis fin mars. Alors nous, on s'est fait confiner le 11 mars parce qu'on avait un cas de coronavirus. On s'est tous dit rendez-vous dans 15 jours. Et finalement non, pas rendez-vous dans 15 jours. Et puis fin mars, effectivement, le business s'écroule drastiquement. Et moi, ma priorité, ça a été de
maintenir les emplois et les salaires. Et ben pour ça, faut redoubler de créativité. Alors qu'on n'a que 10 ans, faut réinventer le modèle. Ouais. Tout de suite en fait. Exactement. Et d'ailleurs, faut pas trop réfléchir parce que c'est ce que je disais à mes collaborateurs. On a aussi lancé un WhatsApp business au bout de 3 semaines où on partageait nos études sur l'impact, du coronavirus sur le comportement des Français, etc. On a été très vite et en fait, si on se plante, c'est pas très grave en fait. Faut juste aller vite, faire preuve de pragmatisme. Merci Sandrine Placereau d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes présidente de l'agence We Are Social France. Merci également au rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, d'avoir été à mes côtés. Merci. On se retrouve la semaine prochaine, toujours sur BFM Business, pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.